Chers amis, bonjour. Bienvenue sur Science Te Parle. Donc aujourd'hui, on va parler avec Vincent Ralas-Vrob de son dernier ouvrage, La malédiction du cordon bleu. Malédiction du cordon bleu que j'avais, avec Pharmacologix d'ailleurs, fait gagner lors d'un concours qui était au mois de septembre. Et j'ai quelques retours d'ailleurs des personnes qui l'ont gagné, qui m'ont dit que c'était vraiment top, qu'ils ont beaucoup appris. Et il y a un biologiste, notamment un chercheur, un postdoctorant à l'université de New York, qui avait gagné, qui m'a dit qu'il avait beaucoup appris. D'ailleurs, Ludovic viendra aussi parler de ses recherches sur la chaîne. Et Vrob nous avait fait de très belles dédicaces. Je vous montre comme ça. Et donc aujourd'hui, on va parler de ce livre. Je précise que je suis un petit peu dans la BD cette semaine. Ce soir, je termine un essai qui n'est pas encore sorti sur l'histoire de la bande dessinée, et notamment sur l'histoire de la bande dessinée franco-belge, les mangas japonais plus la bande dessinée américaine. C'est un copain à moi qui a écrit cet essai et qui voulait que je lise pour lui donner mes avis et commentaires, etc. Donc ça reste ma semaine BD, on va dire, et c'est très bien. Vincent, bonjour. Bonjour et merci pour l'invitation. Ben de rien. Alors, on va pas te présenter puisqu'on te connaît maintenant sur la chaîne, parce que tu étais venu pour nous parler de pharmacologie, et ensuite tu es revenu pour parler de films. C'est vrai. Précisons qu'on a d'autres projets de vidéos, notamment sur le cinéma. Enfin, on a discuté en tout cas de projets tous les deux et avec le reste du groupe, donc on fera, sans trop en dire, des vidéos là-dessus. Aujourd'hui, donc, on est là pour parler de la malédiction du cordon bleu. La première question que j'ai pour toi, c'est d'où est venue l'idée d'écrire un livre sur l'histoire de l'industrie agroalimentaire et sur l'alimentation en général? Alors, oui, l'histoire de comment c'est arrivé, c'est pas du tout, je l'ai pas vraiment eu moi-même. Il se trouve Mhm. que à l'époque où j'avais sorti les premiers strips de Pharmacologix sur Twitter, c'était pas encore édité en BD. J'avais été approché par Thierry Soucard, donc l'éditeur de la malédiction du cordon bleu, et qui aimait bien mon style pour vulgariser ou du moins expliquer, parce que je suis pas vraiment moi-même, je suis pas vraiment vulgarisateur, on va dire, je prends quand même des sujets déjà quand même un peu vulgarisés pour essayer de les mettre en BD, de rendre la chose un peu attractive, un peu marrante, voilà. Et donc il avait bien aimé mon style, il m'a dit on aimerait bien un peu développer la BD, on vient d'en faire une, en l'occurrence là c'était Déchéland d'Anne Belot, qui est très bien d'ailleurs, petit placement comme ça, Mhm. c'est Il faut. voilà, c'est très bien expliqué, tout le déchet de sa production jusqu'à ce que ça ne s'arrête pas, puisque le déchet jusqu'au ce recyclage et sa destruction, mais c'est hyper bien fait. Et donc du coup il me propose de réfléchir à une thématique ensemble qu'on pourrait adapter justement en BD. Et il me parle de livres qu'eux, ils ont édités. Et puis, on parle justement de malbouffe et notamment d'aliments ultra transformés. C'était un mot que à ce moment-là, je pense que je l'avais jamais entendu. Et, euh, du coup, moi, je suis curieux, donc je me suis dit, allez, pourquoi pas, allons-y. Donc, j'ai lu le livre d'Anthony Fardet qui s'appelle Halte aux aliments ultra transformés, qui date de 2017, si je dis pas de bêtises. Et là, j'ai un peu une révélation en me disant, c'est vrai que c'est vraiment un concept assez nouveau dans l'histoire de la nutrition. Et, euh, et en fait, tout de suite, mon premier réflexe, c'est de me dire, en fait, à l'époque où j'exerçais en tant que pharmacien d'officine, j'aurais bien aimé savoir toutes ces choses-là, en fait, qui sont au-delà du côté ultra transformation. On y reviendra dans la vidéo pour Mhm. expliquer un petit peu le Ce que concept, c'est. Mhm. mais juste d'un point de vue aussi cheminement de pensée scientifique vis-à-vis de l'alimentation tout au long enfin à partir du 19e du 19e siècle pardon jusqu'à aujourd'hui. Et c'était hyper intéressant. Et donc, ouais, grosse révélation en me disant, en fait, il y a quelque chose à faire, je pense, en BD pour expliquer ce concept-là et donc tous les effets, bien sûr, que ça a sur la santé. Comment essayer d'éviter le plus possible ce genre d'aliments et tout ça. Donc,
Donc ça a été très vite, on s'est mis d'accord là-dessus. Et donc voilà, c'était lancé. Alors, on va revenir sur le concept d'ultra transformé, mais tu dis d'éviter ce genre d'aliment. Ce qu'on Ouais. comprend dans ta BD, c'est que c'est quasiment impossible finalement. C'est quasiment impossible. Alors oui, parce que, enfin, c'est-à-dire que on est tous très différents, on a tous des vies très différentes. Moi, en l'occurrence, tu vois, je bosse de chez moi et avec bon, j'étais déjà sensibilisé un peu à la malbouffe entre guillemets, mais alors plus, c'est vrai que malbouffe, tu vois, dans la tête, ça résonne comme étant les McDo, Burger King, Mhm. KFC, tout ce que tu veux, mais on oublie un peu les produits du supermarché. Et c'est vrai que ça faisait un moment, moi, que j'achetais plus trop en supermarché. Et ça faisait bien 2 ans là qu'on essayait de cuisiner au maximum nous-mêmes nos aliments. Donc quelque part, ça résonnait un peu. Je me disais Mhm. bon, ça me confortait dans l'idée d'éviter d'acheter au supermarché. Maintenant, ma vie fait que je peux facilement le faire, mais il y a pour des gens, c'est compliqué de pas. Enfin, quand tu bosses toute la journée, que tu rentres chez toi, tu as 2 heures de transport pour rentrer chez toi, qu'il est 21h, c'est sûr que se faire à manger, ça devient compliqué. Et donc du coup, en fait, pour résumer le truc, c'est que l'idée, c'est de demander aux industriels de, en fait, de continuer à faire de la bouffe industrielle. Ça, c'est pas le problème. Le problème, c'est que on peut faire des bons aliments en quantité industrielle. Enfin, il y a des marques et enfin, certains produits de certaines marques qui sont pas mauvais pour la santé en tant que tels et qui sont pourtant fabriqués avec des procédés industriels. Ça, c'est pas le souci. Mais le problème, c'est que ça, je vais un peu loin, mais c'est que, comme pour beaucoup d'industries, il y en a qui veulent faire le maximum de profit, donc Mhm. forcément, ils vont beaucoup réduire la qualité des produits et au détriment de la santé, bien sûr, des consommateurs. Alors, en aliment ultra transformé, alors ben, je vais juste finir là-dessus. Alors, je suis entièrement d'accord que ça dépend des vies, de la façon dont on cuisine, etc. Mais quand on lit ton livre, par exemple, on peut s'apercevoir qu'on peut cuisiner nos fruits et légumes, faire des compotes pour remplacer les yaourts ou cuisiner nos légumes pour faire nos risottos, etc. Mais à côté de ça, on va manger une glace, on va manger un gâteau qui est d'ultra transformé. Et finalement, comme on ne peut pas tout et tout se faire, en fait, un jour, on va manger un Magnum, on va manger un Prince, on va manger un truc comme ça, et on aura mangé du Nutella transformé. C'est là où je dis, ton livre explique qu'en fait, c'est impossible de s'en passer complètement parce qu'elle est toujours autour de nous et qu'en fait, on a tous, à un moment donné, dans la journée, mangé quelque chose qui venait de l'ultra-transformation. Bien sûr. Après, faut savoir que d'après les récentes études, parce que c'est vrai que ça Mhm. fait pas longtemps, euh, on peut s'autoriser à manger une certaine quantité d'aliments ultra transformés sans que ça ait d'incidence sur la santé. Euh, En fait, et on peut se rendre compte qu'on y est très vite, mais au-delà de 15% de calories issues d'aliments ultra transformés, là, ça peut commencer à poser des problèmes de diabète, Mhm. d'obésité et d'autres maladies chroniques hein, qui sont liées à ça. Euh, donc, c'est vrai que en fait, le plus compliqué, je pense, c'est d'arriver à changer un petit peu sa façon de consommer, notamment Mhm. au moment des achats, bien sûr. Donc, des glaces, on peut en trouver qui sont pas ultra transformées. Tu parlais d'une marque, d'un Magnum par exemple. Euh, des fois, tu peux trouver des bonnes glaces, tu vois, fabriquées un peu artisanales. Alors, Mhm. c'est toujours pareil, potentiellement, ça va coûter un peu plus cher. Et donc, il y a une question, bien sûr, de budget Mhm. qui fait que forcément, enfin, forcément, souvent, c'est des aliments pas chers parce que bah, ils sont pas chers à produire, donc enfin, l'industriel peut le faire pas cher, et Mhm. donc les consommateurs, bah, quand ils voient de glace, c'est un peu un réflexe, j'ai envie de dire un peu humain, d'abord comparer le prix, de te dire bon, tu vas prendre le moins cher, et surtout quand tu as des problèmes d'argent, c'est Oui. c'est un peu normal. Et donc voilà, mais pour certains produits, c'est vrai que ça vaut le coup de comparer parce qu'en fait, quand tu calcules, si tu développes un diabète assez jeune parce que tu as mangé trop d'aliments ultra transformés, est-ce qu'il n'aurait pas fallu euh, dépenser un tout petit peu plus à ce moment-là pour manger mieux
et donc pas avoir trop de problèmes de santé qui risquent de te coûter d'ailleurs de l'argent, puisque bon, la sécurité sociale, elle a un petit peu des difficultés, et de plus en plus, j'ai l'impression que ça va être de plus en plus compliqué. Oui, mais aussi le problème des mutuelles et enfin oui, tout ce qui est assurance privée. Enfin, j'ai l'impression qu'on tend vers un modèle à l'américaine, et franchement, c'est un peu dommage, parce que c'est un peu, on a de la chance en France d'avoir la sécurité sociale, même si elle part un petit peu en cacahuète. On a quand même encore la chance, et bon. Donc il y a toute une histoire de coût social aussi derrière, au final. Donc c'est pour ça qu'il faut pas. Enfin, je mets bien le point là-dessus. Il s'agit pas du tout de culpabiliser les consommateurs, les consommatrices. Non, non. Il faut. C'est juste l'idée, c'est de à la fois demander aux industriels de faire mieux, les politiques aussi d'agir, enfin en fonction de ça. C'est-à-dire que on peut imaginer peut-être surtaxer ces produits-là, et puis peut-être donner des aides à des petits producteurs, des petits industriels ou des petits artisans qui font des bons aliments pour nourrir la population. Enfin, des choses comme ça. Je me dis, je pense que j'imagine que c'est possible. Après, à mettre en place politiquement, tout ça, c'est plus compliqué, parce que il y a sûrement des pressions. Enfin, sûrement, c'est sûr, il y a des pressions de la part du lobbying et tout ça. C'est dans leur intérêt de garder des parts de marché et tout ça. Donc voilà, c'est la logique du monde dans lequel on vit. Alors, ce que tu dis sur le diabète assez tôt, ça me fait penser, enfin, ça me donne une réflexion là. On a plus ou moins, toi et moi, le même âge, on va dire la quarantaine, pour faire simple. Est-ce qu'on n'est pas un peu une génération sacrifiée parce que nos parents ne savaient pas forcément ça? Dans les années 70-80, où on est nés tous, enfin tous, je parle de notre génération, on n'avait pas ces connaissances, nos parents travaillaient beaucoup, c'est une époque où il y avait beaucoup de boulot et les mères commençaient à être seules, etc. En fait, tous les problèmes sociaux qu'il y avait. Donc, et nous, on commence à prendre conscience, en fait, après notre trentaine, donc on approche la quarantaine. Toi, tu dis, par exemple, 2 ans avant celui, je commençais à en prendre conscience. Moi, c'est quand j'ai commencé à travailler sur l'endocrinologie où j'ai commencé à en prendre conscience. Et encore, je trouve que c'est difficile de changer. Est-ce qu'on n'est pas un peu une génération sacrifiée? Et le fait que nous, on prenne conscience, est-ce que tu penses que les parents que nous sommes ont fait plus attention pour nos enfants? J'ai un peu l'expérience autour de moi des copains qui ont eu des enfants et qui ont changé, vachement changé leur consommation en termes d'aliments, en fait. C'est-à-dire que ce qu'ils appliquaient pas pour eux, par contre, ils l'appliquent pour leurs enfants. C'est un peu ce que j'avais vu. Voilà. Je sais pas pour la génération d'avant. En fait, le truc, je pense que la génération quand même au-dessus de nous a été aussi sacrifiée, dans le sens Oui. où, quand même, moi au comptoir, du diabète, j'en ai vu beaucoup. Et c'est pas drôle, hein. En fait, je pense qu'on oublie un peu Enfin, on oublie. Je pense qu'on communique pas assez sur les effets. Le diabète, on a l'impression qu'on peut le soigner, on a des médicaments, donc ça va aller. Un peu comme, bon, on va dire peut-être un peu comme toutes les maladies, mais il n'empêche que, enfin, moi j'avais des gens qui étaient amputés à cause du diabète, hein, quand même. Donc c'est pas rien. Et j'ai pas envie de ça pour moi, j'ai pas envie de ça pour mon entourage, et voilà, j'ai pas envie de ça pour quiconque. Enfin, c'est pas quelque chose de chouette. Et en fait, c'est pas juste un truc c'est pas un délire, tu sais, de mode de régime. Il faut, voilà. C'est vraiment une question de santé publique, et voilà, je pense que il faudrait un peu plus, ouais, communiquer là-dessus. C'est bon, j'en parle un peu là, des plans, du plan national nutrition santé, qui partent forcément d'une bonne intention, hein, clairement, d'un point de vue politique. Faire des politiques de santé ciblées sur la nutrition et tout ça, c'est hyper important. Mais le truc, c'est qu'il y a des petits messages qui sont restés ancrés, et qu'on on a du mal un peu à se débarrasser. Et donc tout ça pour dire, attends, je me suis un peu perdu dans mes pensées, excuse-moi. On parlait de génération sacrifiée, Oui, de santé publique, en fait, de quoi. santé publique, oui. Ouais.
Donc, Mais pourquoi je dis ça? Parce que quand on regarde la prévalence du diabète, par exemple, ou des maladies chroniques comme l'hypertension artérielle qui est due notamment à la nourriture avec l'excès de sel pour l'un et l'excès de sucre pour l'autre, on constate, quand on voit les statistiques, que ça va complètement exploser dans les années entre 2030 et 2050, hein. C'est-à-dire qu'on estime que plus de la moitié de l'humanité aura ces pathologies-là. Euh, donc là, pour l'instant, on est à peu près à 30% de l'humanité qui les ont. Quand on va arriver à 2050 à la moitié, ça fait quand même, comme tu dis, énormément de gens. Et puis, il faut penser au fait qu'il y a des amputations, etc. Alors, on voit une augmentation énorme dans les pays les plus pauvres. Je pense notamment au Mexique, Guatemala, etc., où il y a de la nourriture industrielle qui arrive de plus en plus. C'est pour ça que je parlais pour nous de génération sacrifiée. On peut essayer de faire attention. C'est vrai, moi, je dois avouer qu'il y a certains produits, j'ai du mal à m'en passer, même si je ne devrais pas. Mais par exemple, le chocolat, ça devient compliqué quand même. ah non, mais moi, je vois, je suis retombé Alors, dans le chocolat noir, c'est dur. Mais oui, oui, non, mais en certes, fait, on a une certaine habitude en fait de consommer ces produits-là et de le changer de tout au tout, c'est difficile. Et c'est pour ça que je pense que ta bande dessinée, la pédagogie qu'il y a dedans. Alors, on va rappeler un petit peu l'histoire. C'est quelqu'un qui garde un enfant et qui doit aller au supermarché chercher du cordon bleu. oui, c'est un peu, oui, oui, c'est un peu ça. Et le cordon bleu va lui parler en fait de l'histoire de l'alimentation. Il va lui dire, est-ce que tu es sûr que tu vas acheter du cordon bleu? Alors, je trouve voilà, que ta BD est assez humoristique et on parle beaucoup de ça. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, si tu le permets, c'est qu'on va venir au concept d'aliment ultra transformé, puisqu'on en parle depuis tout à l'heure, mais en fait, on l'a toujours pas défini. Et Toujours toi, pas tu le défini. finis très bien dans ta bande dessinée. Est-ce que tu peux nous parler de ce concept-là? Oui, alors l'aliment ultra transformé, je pourrais commencer par parler juste d'aliments transformés. Peut-être en parlant un peu de la classification Nova, j'aime bien parce que ça permet de donner une définition, enfin pas forcément une définition, mais la classification Nova qui permet de donner d'abord les aliments bruts. Mhm. Donc ça c'est Nova 1. Nova 2, tu as les ingrédients, donc tout ce qui est Mhm. sel, le beurre, l'huile, ce genre de choses. En troisième, tu as les aliments transformés qu'on fait depuis des milliers d'années, hein, donc tu vas prendre par exemple de la choucroute, c'est un aliment transformé. Tu as mis du chou, tu l'as fait fermenter, hop, et voilà. Tu prends, j'ai plus d'exemples en tête, Le mais pain, la bière, ce genre de parce que trucs. j'ai mangé de la choucroute ce midi, c'est pour ça. Mais oui, tu prends oui de la bière. La bière est un Mhm. aliment transformé, pas ultra transformé. Le pain aussi, Contrairement je crois, au que tu mets là-dessus. lequel, pardon? Le pain, je crois que tu le mets dans le transformé. Le pain, évidemment. En Mhm. fait, les aliments transformés, c'est la combinaison d'ingrédients et de matières premières. Mhm. Et avec ça, en fait, bah, on a vécu, l'humanité a vécu longtemps avec ça. Et en fait, avec l'industrialisation de la société, on a commencé à voir les aliments ultra transformés. Et là, en fait, comment on peut les reconnaître? Alors souvent, le packaging est très attirant. On fait beaucoup de pubs dessus. C'est des produits qui sont pas très chers. Et en fait, ce qui les caractérise le plus, c'est que ça ressemble pas du tout à à l'aliment de base que ça voudrait représenter. Et on a tendance à vouloir. Enfin, c'est un aliment qui aura été recomposé avec plein pas d'ingrédients, mais surtout même des nutriments. C'est-à-dire que jusqu'à l'échelle moléculaire, on va fabriquer cet aliment. Et ce qui fait que en soi, c'est un aliment qui n'a pas de structure. Je prends souvent l'exemple un peu du pain. Mhm. C'est assez basique. Donc le pain, on voit très bien en boulangerie. Voilà, c'est de la farine, du sel, de l'eau, de la levure si on fait ouais, du pain levé. Euh, un pain industriel, tu vas avoir 3 fois plus d'ingrédients. Tu vas avoir des fois, tu vois du glucose en plus, enfin, même du dextrose, parce que tu vois, ça fait encore plus penser à pas du sucre, alors que c'est du sucre. Tu vas avoir plein de choses comme ça qui, en fait, n'ont pas de sens, alors que c'est un aliment vraiment très basique. Mhm. Je le donne d'ailleurs en exemple au tout début, le cordon bleu. En fait, pourquoi j'ai pris l'histoire du cordon bleu? C'était au moment où il y avait la polémique du retrait des cordons bleus à la cantine à Lyon.
Et ça m'avait fait rire parce qu'il y en avait qui disaient oui, c'est parce que tout le monde, enfin les écolos veulent plus donner de viande aux enfants. Alors que le cordon bleu, en fait, juste, c'est l'aliment ultra transformé Par excellence. par excellence. Attention, il y a des très bons cordons bleus qui sont faits soit maison ou dans un restaurant. Tu peux sûrement manger des. D'ailleurs, je n'en ai pas toujours pas trouvé. Mais je connais quelqu'un a priori qui en fait un très bon avec du reblochon et j'aimerais bien le goûter. Mais sans viande pour moi parce que je mange pas de viande, mais ça c'est personnel. Et en fait, et je m'étais dit mais ça peut être marrant parce qu'en fait c'est vrai que quand on voit la composition du cordon bleu, on va dire du papa ventru dans ma BD, la cité de Marc, en fait c'est affolant, tu vois, et c'est vraiment de la chimie et c'est plein de trucs recombinés. Et le fait que ce soit recombiné comme ça, il n'y a plus la structure, ce que Anthony Fardet appelle la matrice. Donc c'est ce qui fait que il image ça, c'est bien. En fait, c'est comme un collier de perles. C'est-à-dire que les perles sont les nutriments et le fil du collier, c'est la matrice de l'aliment. Et sans le fil, donc sans la matrice, tes nutriments, ils partent un peu n'importe où. Et quand tu vas l'ingérer, et ben en fait ton corps il va pas comprendre, il va se dire qu'est-ce que tu m'as donné à manger, c'est une espèce de bouillie de plein de molécules comme ça, il n'y a même pas de je mâche pas, donc si je mâche pas, le corps ne se prépare pas à digérer, donc ça ne stimule pas les hormones de la satiété et d'autres hormones qui sont liées bien sûr à Oui, la la leptine digestion. notamment, etc. Oui. Ouais. Et donc ça a déjà une première incidence sur l'insuline. Et ensuite, c'est des nutriments et notamment tout ce qui est sucre lent, mais qui deviennent presque rapides, sont absorbés beaucoup en grosse quantité, donc usent le pancréas pour ensuite donner du diabète. Et plus masse graisseuse, surpoids et obésité. Et donc voilà, j'avais oublié de me préparer à expliquer ce qu'était un aliment ultra transformé, excuse-moi, je sais pas si c'était super clair pour les... Non, je pense que c'était clair et lecteurs. je pense que c'était clair. Donc, tu parles de classification. Voilà, il faut bien voir ça. On a les aliments entiers, les aliments transformés, ultra transformés. Il y a un aliment, moi, qui m'a étonné, que je mangeais beaucoup, du coup, mais depuis que j'ai lu ta BD, je l'achète quasiment plus. C'est la biscotte. Ah, la biscotte. Oui, Je dis ça parce que c'est vrai que chez nos grands-mères, tout ça, il y a toujours des biscottes et puis ça se conserve mieux que le pain. Et le pain, faut régulièrement, je veux dire, en acheter. T'as avec une biscotte, on a 3 paquets dans le placard, et puis pendant une semaine, 2 semaines, on est tranquille. La biscotte, c'est aussi ultra transformé. alors je t'avoue que j'ai pas regardé toutes les biscottes. Je sais pas si la biscotte de façon générale est ultra transformée, mais c'est vrai que j'ai quelques exemples qui sont malheureusement en effet et en fait ce qui est très ce qui est un peu malhonnête, de la part des industriels, c'est de vendre ça comme si c'était bon pour la santé. Donc, par exemple, tu vas avoir des biscottes enrichis en fibres. Et donc, enrichi en fibres, ça veut dire c'est super bon pour la santé. Mais à côté de ça, ça peut être bourré de sucre. C'est pas. Et le pire encore, c'est pas les biscottes, parce que les biscottes, c'est mangé par des adultes. Moi, ce que je trouve hallucinant, c'est surtout les Céréales. céréales entre guillemets, céréales pour enfants, qui sont, en fait, c'est des bombes de sucre incroyables. C'est-à-dire que c'est du bon, on en reviendra peut-être à parler du Nutri-Score, mais en fait, il faut faire super gaffe parce que, mais moi le premier, quand j'étais petit, j'ai mangé Oui. ces trucs-là au petit déjeuner. Bon, j'ai pas encore diabète, mais bon, c'est un risque quand même qu'on prend. Faut dire quand j'étais petit, j'étais en surpoids, limite de l'obésité, et pourtant j'étais pas, tu vois, je mangeais pas de bonbons. En fait, je me disais c'était injuste parce que moi je voyais tous mes potes qui se gavaient de bonbons et tout ça. Moi j'étais là, je me disais mince, j'aimais pas trop ça et j'étais quand même en surpoids. Et en fait, peut-être que ça venait un peu de là aussi, ces bonbons cachés, tu vois, dans la nourriture. C'est là où je parle de génération sacrifiée parce que, bon, moi aussi, quand j'étais enfant, je mangeais ça. Je dois avouer que je mangeais un peu plus de gâteaux fourrés que ça, mais on fait gaffe aussi pour nos enfants. Moi, je ne donne pas du tout. Par contre, tu dis la biscotte, c'est un aliment pour adultes. Bon, moi, avant de lire ton livre, mes enfants mangeaient quand même aussi de la biscotte parce que
Non, mais c'est juste parce que j'avais pas l'impression que Oui, c'était oui, la oui, cible plus donné. Oui, des oui, je suis d'accord. marketeurs, quoi. Je suis d'accord. Mais c'est vrai que ce que tu dis là par rapport au diabète et qu'on n'a pas tendance en fait à penser que l'alimentation qu'on va avoir 30 ans plus tôt peut nous donner des maladies métaboliques 30 ans plus tard, il faut le garder en tête Mm. et faire attention. Alors justement, parlons du Nutri-Score. D'où ça vient le Nutri-Score? C'est récent? Comment c'est calculé le Nutri-Score? Alors, comment il est calculé? J'ai pas l'algorithme, je l'ai pas avec moi. N'empêche que le Nutri-Score aujourd'hui, c'est pareil, ça part d'une très bonne intention pour le coup. Mhm. Enfin, mettre justement un score sur des aliments pour dire c'est bon ou c'est mauvais pour la santé. Franchement, et puis clair, enfin plutôt, c'est plutôt clair. Hein, je veux dire, Mhm. un A en vert et puis un E en rouge, bon, franchement, c'était top. Et mais bon, alors comment c'est calculé? En fait, oui, ça prend en compte en fait la qualité nutritionnelle d'un aliment. En fait, ça va, enfin plutôt la quantité nutritionnelle euh, est déterminée selon combien ça a de sucre, de sel, de gras, tout ça, de protéines. Va faire avec son algorithme, va dire voilà, c'est bon, c'est moyen ou c'est vraiment pas bon pour la santé. Mhm. Euh, Ça montre ses limites quand même parce que on se rend compte, un exemple tout bête, la margarine. La Mhm. margarine, c'est un aliment ultra transformé. Mhm. Euh, qui en Contrairement au plus, beurre. comment? Contrairement au beurre. Contrairement au beurre Mhm. euh, et à l'huile d'olive. Donc en Mhm. fait, on a réussi à créer un aliment euh, pour soi-disant un aliment médicament, quoi, si tu veux. Quand c'est sorti les margarines, c'était pour dire ouais, ça va vous faire baisser le cholestérol, on rajoute des phytostérols, ça va vous voilà. Sauf que bah du coup, on s'est rendu compte que c'est passé rien, voire pire des fois. J'ai pas les trucs en tête, mais en fait c'est hallucinant de voir les effets que ça peut avoir. Euh, je crois qu'il y a un effet antioxydant, enfin on veut un effet antioxydant avec Mhm. ça, puis au final on a l'inverse parce que ça marche pas comme ça devrait. Et donc on va voilà, on va faire comme si c'était un médicament. Et je me souviens des pubs, et je sais pas s'il y en a toujours, mais des pubs Il y pour en ces avait pas mal margarines à là l'époque, ouais. enrichies. T'avais l'impression que t'allais vivre 120 ans grâce à ça, quoi. Et en fait, elles sont donc pas toutes, hein, mais il y a des Mhm. margarines qui sont classées B par le Nutri-Score, alors que l'huile d'olive simple, hein, donc ingrédient, et va être notée C. Et là, c'est pas logique parce que le Nutri-Score va se défendre en disant ah oui, mais en fait l'huile c'est très gras et que voilà. Mais enfin, tu vas pas boire une bouteille d'huile d'olive à chaque repas. Donc en fait, je trouve que c'est un peu aussi prendre un petit peu les consommateurs un peu pour des imbéciles en se disant bah en fait faut vraiment les guider jusqu'au bout. Non, enfin je pense que quand même les gens savent que l'huile d'olive faire la différence, enfin s'ils en ont besoin, Alors, ils vont pas l'injecter. Ouais. je suis d'accord et pas d'accord avec toi. C'est-à-dire là, on a un point qui est très intéressant et dont tu parles d'ailleurs dans ton livre, je remontre la bande dessinée dont tu parles là-dedans. C'est justement l'ajout dans un aliment. Et on a parlé tout à l'heure des biscottes où tu dis c'est enrichi en fibres. On parle des margarines où on te dit c'est oméga 3, oméga 6. Donc c'est très bon pour la santé. Ce qui est vrai, l'oméga 3, oméga 6, c'est très bon pour la santé. J'ai d'ailleurs écrit un petit papier là-dessus en 2021, bref. Petite pub pour mes recherches. Ah oui, Mais bah, tu me l'enverras. là, tu vois, tu parles d'une chose qui est l'ajout en fait de nutriments ou de protéines dans les aliments pour faire croire qu'ils sont bons. Et là, tu me dis le consommateur n'est pas si bête que ça. Mais en réalité, s'il y a de la pub en disant votre biscotte elle est riche en fibres, votre margarine, regardez, vous avez des oméga 3, oméga 6. Et je peux parler de plein d'autres produits où on dit on ajoute ça. Les yaourts avec le bifidus actif, etc. Ou la vitamine D aussi. La vitamine D, tout ça. Les gens vont pas comprendre que c'est mauvais parce qu'on dit mais attendez, on rajoute ça justement parce que c'est bon pour la santé. Et ce que toi tu dis, c'est que souvent ça a l'effet inverse. Et tu l'expliques très bien dans ton livre, c'est que en fait quand on rajoute ces nutriments, ces protéines,
comme elles sont couplées au reste de l'aliment, le corps forcément va pas bien les reconnaître. Tu parlais de ton collier de perles tout à l'heure, le corps va les digérer différemment, alors que dans l'huile d'olive, tu peux avoir de l'oméga 3, oméga 6 enrichi naturellement, que le corps va reconnaître parce que lui, c'est ce que c'est qu'une olive. Ça fait 10 000 ans ou 15 000 ans qu'on en mange, l'huile d'olive, il connaît. Et c'est là où on trompe un peu aussi le consommateur quelque part. Et donc, tu dis le consommateur peut s'en rendre compte. Eh bien, je ne crois pas en fait qu'il puisse s'en rendre compte. Euh, oui, non, mais je vois ce que tu veux dire. En fait, ce que je voulais dire, c'est juste que dans ce cas-là, en fait, en effet, si tu lui mets la margarine notée B et l'huile d'olive à côté notée C, forcément, mais moi j'ai envie de te dire, avant de lire des choses sur le Nutri-Score et tout ça, j'aurais peut-être tendance à aller vers de la margarine, encore parce que j'aime pas ça, mais bon. En fait, non, mais là, on en vient, en fait, c'est de la manipulation, quelque part. Oui, de la publicité. Tu vois, et c'est là où moi, ce que je voulais juste dire, c'est que on n'a pas besoin de Nutri-Score pour l'huile d'olive. En fait, c'est juste ça. D'accord. Tu vois, donc c'est pas une histoire de comparer. Enfin, En fait, on c'est-à-dire que devrait pas comparer, quoi. toi, tu dirais qu'on mettrait une Nutri-Score pour des éléments transformés ou ultra transformés. Oui, et peut-être certains aliments, peut-être des aliments transformés. Mais tout ce qui est ingrédients, tu vois, encore une fois, c'est toujours pareil. Tu vas pas manger, tu vas pas boire un verre d'huile d'olive. Encore peut-être, je sais pas quels sont les effets à long terme. Mais En Italie, ça se fait, ceci dit, mais ouais, c'est des petits verres des fois. Mais oui, tu as c'est ça. raison qu'on ne boit pas 1 litre d'huile d'olive tous les jours ou Ça un a pas de demi-litre. sens. Voilà, ça n'a pas de sens. Alors qu'un cordon bleu, quand ton gamin il te demande un cordon bleu parce que c'est bon, c'est vrai que c'est bon en plus. Bah oui, j'ai oublié de dire ça tout à l'heure, les aliments ultra transformés, souvent, ils mettent des ajouts, des colorants, des Exhausteur de goût. exhausteurs de goût. Excuse-moi, il est tard. Et donc on a envie d'y retourner, mais c'est normal, c'est fait pour. C'est là où c'est vicieux, quoi. Et je pense que là, le Nutri-Score, le problème, c'est que c'est devenu un argument marketing pour les industriels. Et un des meilleurs exemples à donner là en ce moment, c'est tu les vois encore, je le dis dans la BD, mais tu le vois, c'est McDo qui affiche fièrement son Nutri-Score, quoi. Donc c'est vraiment que, enfin, je veux dire, si McDo l'affiche fièrement, c'est qu'il y a un problème, tu vois. Enfin, Après, sans vouloir les défendre, ils font de plus en plus d'efforts sur la qualité de la nourriture. Ah, peut-être, En tout cas, ils je essayent sais quand pas, même. mais En tout tant cas, ils mieux. Enfin, essayent. j'ai envie de dire, moi, je suis pas, enfin, je peux être contre McDo et qu'on sort pour d'autres raisons. Mais s'ils font de la bonne nourriture et que tu risques pas ta vie si tu vas en manger régulièrement, parce que c'est un peu le problème, c'est que tu as envie d'y retourner parce que ils font en sorte que c'est bon, que ce soit bon, et pourquoi pas? Enfin, tu vois, encore une fois, J'ai pas dit qu'ils font de la bonne nourriture. Je dis ils ils essaient font des d'améliorer efforts. la qualité de la nourriture. C'est pas tout à fait pareil. La nourriture, il faut pas aller à McDo, on est d'accord. Je dis ils essaient d'améliorer. En tout cas, quand tu vois la provenance de la viande ou ce genre de truc, ils essaient quand même d'améliorer. Et par exemple, moi qui vis en Suisse, c'est de plus en plus tracé. Donc maintenant, si tu vas dans tel McDo, tu peux savoir à peu près d'où viennent tes pommes de terre, etc. Donc bien sûr, c'est toujours huileux, toujours gras, toujours ce que tu veux, mais je dis, ils essaient d'améliorer en tout cas un peu la nourriture au fur et à mesure. Bah, tant mieux. Et tu vois, un truc que j'ai oublié de dire, c'est que je suis pas anti-industriel. Au contraire, je pense que là, on a eu besoin de l'industrie après la Deuxième Guerre mondiale. Il fallait reconstruire le pays, il fallait nourrir la population. Heureusement qu'il y avait l'industrie, quoi, clairement. Et on a besoin, enfin, de l'agro-industrie, je dis Oui, industrie, oui. hein, agro-industrie, mais bon, tu peux l'appliquer peut-être à d'autres domaines. En l'occurrence, c'est l'agro-industrie. Mais aujourd'hui, en fait, on n'est plus en 45 Oui, oui. et en fait, on est resté sur le même modèle et on n'a pas essayé d'évoluer, de penser autrement et de réfléchir autrement là-dessus. Je pense que les enjeux économiques sont beaucoup trop gros et c'est un peu dommage parce qu'au final, on parle d'enjeux économiques, je pense, pour des privés, alors qu'il y a quand même des enjeux économiques et sanitaires pour la population. Et à moyen terme, au final, hein, enfin bon, c'est toujours pareil, les dépenses de santé, enfin, on paye tous, du moins en France, hein,
on paye tous pour la sécurité sociale et on n'a pas envie que tout le monde soit malade. Si tout le monde est malade et peut plus payer, je sais pas comment on va faire. Il y a une chose une source de ton livre que j'ai trouvé très intéressante et tu le notes, c'est Vous êtes fou d'avaler ça. C'est Christophe Bruisset qui l'a écrit. Oui, je crois que je l'avais pas lu à l'époque. Si Il est tu le dedans? notes, hein, oui. Je suis sûr Je que me tu le rappelle. notes à la fin. Ah bah parce que je pensais l'avoir lu plus tard. Bon. Si tu le notes, il me semble l'avoir vu quelque part, mais je vais venir à ce livre parce il y Ouais. a quelque chose qui est assez intéressant dans ce qu'il dit. Euh, Dans son livre, donc Vous êtes fou d'avaler ça, alors je rappelle qui est Christophe, alors je ne sais plus si c'est Buisset ou Bruisset. Christophe Euh, Brusset, je crois, hein, Bruisset. oui. Ouais. C'est un ancien acheteur de l'industrie agroalimentaire, donc c'est pas un ingénieur, c'est pas quelqu'un qui fabrique les aliments, mais c'est quelqu'un qui achète les aliments pour qu'ils soient transformés après dans les usines en France notamment. Et il y a cette anecdote dans un livre sur les crevettes où il nous explique qu'il y a le rajout de sel et de gélatine dans les crevettes. Et sa femme est en train de préparer des crevettes pour lui et sa famille, enfin c'est-à-dire ses enfants. Et lui, il voit sur le rebord de l'évier un paquet de crevettes. Et il lui dit à sa femme, tu me jettes immédiatement ces crevettes. Et puis sa femme lui répond, mais c'est ta compagnie qui les crée, ces crevettes, et qui les vend. Et lui, il lui répond justement, je sais ce qu'il y a dedans. Et Ouais. en fait, j'ai trouvé cette anecdote extrêmement amusante dans le sens où lui, qui n'est pas ingénieur, qui est juste un acheteur de l'agroalimentaire, c'est-à-dire quelqu'un qui est spécialisé dans la qualité des produits et dans l'achat des produits, dans l'acheminement des produits, lorsqu'il voit un produit qui sort de la compagnie dans laquelle il travaille sur la table de sa cuisine, sur le bord de l'évier de sa cuisine, il dit à sa femme, je refuse de manger ça. Alors qu'il vend ça Ouais. aux autres. Et en fait, cette anecdote, elle le dit beaucoup sur ce que pensent les industriels de ce qui sort de leurs usines au final. Oui. Bah, ils savent, quoi. Ils savent. Voilà. Ils font, voilà, en connaissance de cause et c'est. Ouais. Bah, ouais, ouais, ouais. Je pense que ce livre, en tout cas, il fait. Je suis. C'est dommage, parce que j'en aurais bien parlé dans ma BD si je l'avais lu avant. Et je pense que j'ai lu juste après avoir fini ma BD. Je Mais il l'avais me semblait pas. que tu le mettais en note dans la BD, J'étais. mais Mais non, je crois pas. Il me semble. Et je crois que c'est. Je me demande, c'est pas toi qui m'en avais parlé sur alors peut-être que c'est notre moi qui en ai première parlé lors de vidéo. Pharmacologix, mais il me Ouais. semblait que tu en parlais là. Je sais pas, il faudra que je Non, mais il regarde. faut le lire, hein, ce livre. Alors voilà, je précise, je le montre ici, vous avez toutes les sources. En fait, aux dernières pages, vous avez toutes les sources qui ont été utilisées dans la BD. Donc il y a 2 ou 3 pages complètes de sources et je trouve que c'est très intéressant en fait aussi toutes les sources que tu as. Alors j'ai pas lu toutes les sources que tu avais, mais certains articles, je les ai cherchés. Alors, moi-même, j'ai pas. Tu vois, bah, je l'avais là, le livre de Anthony Fardet, sur Mhm, lequel je me suis basé vraiment mhm, pour cette BD. Des fois, je vais jeter un œil, tu vois, sur certains articles scientifiques, mais quand t'as pas l'habitude mhm. de lire un article scientifique, c'est compliqué. Donc, souvent, je me limite à l'abstract. Et, mais ouais, ouais, bah, mes sources sont plus ouais, scientifiques dans le sens, c'est bon, là, en l'occurrence, Anthony Fardet, il est docteur en nutrition et pour le coup, il a fait beaucoup de travaux liés justement aux aliments ultra transformés. Mhm. Il cite aussi le professeur Monteiro, brésilien, un Brésilien qui a. Enfin, c'est lui d'ailleurs qui a créé la classification Nova. Donc c'est un des premiers à avoir travaillé sur ces aliments. Et, euh, et aussi parce que c'est au Brésil, tu disais en Amérique du Sud, c'est là où on a commencé à Oui, voir ces maladies se développer à oui. une vitesse Mm. fulgurante et à se dire mais qu'est-ce qui est en train de se passer? On a un peu l'explication, quoi. Voilà. D'un coup, on a pris des populations qui avaient une alimentation traditionnelle et on Mhm. leur a mis de l'alimentation industrielle. Ça n'a pas fait bon ménage. Nous, ça a été un peu progressif, Ça a tu vois été là. plus progressif, voilà. Ça est en train Ouais. d'arriver en Europe, c'est plus progressif et c'est très intéressant d'ailleurs de voir que c'était plus progressif parce que on peut le lier aussi au mode de vie. C'est-à-dire qu'à l'époque, si on mangeait un peu plus ultra transformé, on était plus souvent dehors, on avait quand même plus de travail des champs, plus de travail à l'usine. Maintenant qu'on a plus de travail de service, on va dire, Ouais. avec des transports qui sont très développés. Bon, quand on habite à la campagne profonde comme moi, un peu moins développé, on va dire, mais normalement en ville un peu plus.
euh, on fait moins d'efforts en fait physiques, ce qui fait qu'en fait ça a plus d'effet, l'ultra transformé sur nous. Ah bah oui, forcément, ouais. Ah ouais. C'est Donc c'est pour ça que ça a été plus progressif. Puis il faut voir les chiffres, c'est assez important. Il y a un programme d'ailleurs de l'OMS qui s'appelle Health 2030, donc la santé en 2030. Et si l'on regarde un peu ce qu'ils demandent, par exemple la quantité de sel, moi quand je donne des cours aux étudiants, j'ai toujours ce, ce comparatif, parce que je donne aussi alors, des cours pas directement sur l'alimentation, mais sur l'effet en fait du sel et du sucre sur l'organisme, parce que c'est mon métier, je travaille là-dessus. Non pas sur les aliments ultra transformés, mais directement sur le sel et le sucre. Et je montre toujours aux étudiants, alors peut-être que je le mettrai là. Bon, c'est de l'OMS, je pense que j'ai le droit de le mettre en illustration là, où on voit en fait, ils ont comparé la quantité de sel qu'il y avait dans un steak frites qu'on faisait nous et un steak frites de McDo, par exemple. Ils mettent pas McDonald's, mais enfin industriel, ils mettent. Et il faut peut-être arrêter de citer McDo, je vais avoir un procès. Et bon, on les a défendus tout à l'heure quand même. Et oui. oui, ils seront gentils au procès. Et un risotto qu'on fait maison et un risotto industriel. Et en fait, on passe quasiment de 1 à 100 fois la quantité de sel qu'on a, parce qu'il y a des problèmes de conservation, etc. Et pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce que l'OMS en fait est en train de faire un énorme programme actuellement d'alimentation qui s'appelle donc Earth 2030, où ils demandent qu'en 2030, dans les plats industriels, la quantité de sel utilisée pour la conservation soit divisée par 3. Voilà, ils ont jusqu'en 2030 pour diviser par 3. C'est simple à faire pour le coup. Alors, je ne sais pas si C'est c'est une simple à faire, mais soustraction. c'est le programme de Voilà. l'OMS. C'est-à-dire qu'ils disent en 2030, il faut que dans les plats industriels, on ait 3 fois moins de sel Ouais. que ce qu'on en a maintenant. Sauf que du coup, c'est quand même un exhausteur de goût. Donc, tu vas avoir des aliments qui ont moins de goût. Après Je sais pas comment ils vont voilà, faire. ils se débrouilleront, mais c'est en tout cas la demande de l'OMS. Ouais, ouais. Donc, c'est-à-dire qu'on est en train, vraiment actuellement, et ce programme, il date des années 2000, donc ça fait une vingtaine d'années où on est en train de prendre conscience de ce qui se passe. Et il y a un article que je trouve génial qui est très long, que même moi j'ai eu du mal à manger. Il est sorti en 2020. Dans The Lancet, il fait 52 ou 53 pages, qui s'appelle Food in Anthropocène. Donc Anthropocène, c'est notre... Ouais. Et en fait, qui liste un peu ce que tu fais dans la BD, l'évolution de la nourriture, et puis tout ce que ça apporte sur le système cardiovasculaire, rénal, endocrinien, etc. Je conseille cet article, mais bon, c'est à peu près illisible si on n'est pas biologiste. C'est un peu le problème de l'absence de vulgarisation de Lancet ou New England Journal of Medicine, qui fait un très bons articles, mais j'espère un jour, en tout cas c'est prévu, faire une vidéo sur cet article pour expliquer un peu aussi les programmes. Ce que toi tu fais très bien d'ailleurs de vulgarisation dans ton livre, et ça je trouve ça très bien. J'ai envie de parler d'humour, on va venir peut-être plus pour terminer l'émission à la BD pure, puisqu'on a parlé d'alimentation, j'ai envie de parler d'humour, il y a beaucoup d'humour dans cette bande dessinée. Qu'est-ce que pour toi l'humour apporte à la vulgarisation scientifique? Bah, ça rend le sujet traité un peu plus attrayant. Mhm. Encore, je le dis toujours, mais moi, en tant que consommateur, lecteur ou pas que lecteur, enfin tout ce qui est même vidéo de vulgarisation, ce que j'aime, c'est ça, c'est quand il y a de l'humour. Donc, je sais pas si ça marche avec tout le monde. J'ai l'impression, en tout cas, que ça a permis autour de moi, j'ai un petit échantillon d'études, ça a permis déjà à des gens de lire de la BD Mhm. et d'apprendre des choses en effet avec humour et c'est apprécié visiblement, même pour des gens qui n'ont pas l'habitude de lire ce genre de contenu. Donc, et puis c'est quelque chose, moi, enfin voilà, moi ouais, j'aime bien l'humour en général. Mhm. C'est un peu bête de dire ça, mais j'aime bien rigoler. Donc, j'essaye de faire rigoler les gens. C'est pas facile. C'est Mhm. vraiment, c'est très compliqué. Euh, et puis des fois, je me perds moi dans mon propre humour, qui est pas forcément accessible à tout le monde. Mais euh, mais je pense que oui, ça apporte dans le sens, voilà, ça peut rendre un sujet un peu plus fun, sexy. Euh, et souvent, les gens me disent: Ah, mais quand j'étais en cours, j'aurais bien aimé avoir
avoir ce genre de support quoi, en complément et tout ça. Donc, ce qui était le cas surtout sur Pharmacologics. C'est en plus Nicolas Picard, mon co-auteur, qui a fait surtout le texte de Pharmacologics. Lui, il a en plus ses étudiants là maintenant et il s'en sert. Il s'en sert de la BD pour faire ses cours. Donc, et a priori, enfin, vraiment, les étudiants aiment bien quoi. Et c'est bon. Parce que moi, bon, à la fac, c'est vrai que tu as des sujets hyper intéressants, mais même si c'est hyper intéressant, des fois, tu peux être un peu perdu. Et puis quand tu as un petit coup de hop, quelque chose d'un peu d'inattendu comme ça qui arrive, ça te remet un petit peu dedans. Et puis voilà, c'est vrai que c'est moins soporifique. Après, c'est vrai que, encore une fois, je disais, je n'ai pas l'impression d'être un vulgarisateur dans le sens où je prends de la matière vraiment purement scientifique pour en faire quelque chose d'accessible. Je suis un peu un entre-deux, on va dire. Et c'est quelque chose que je pourrais faire avec des domaines que je connais, tu vois, comme la pharmacie. Mais j'ai un co-auteur, Nicolas Picard, qui fait ça encore mieux, puisque étant pharmacologue, c'est encore mieux. Mais c'est un truc en plus que j'aimerais bien explorer, de toute façon, l'univers de la pharmacie générale, qui est hyper intéressant. Enfin, moi, je trouve, de toute façon, dès qu'un sujet que je connais pas, s'il y a de la matière à creuser un petit peu, il y a des choses hyper intéressantes dans tout, en fait, je trouve. Donc après, faut savoir en effet sous quel angle l'aborder, et puis digérer aussi, voilà, tout ça. Donc ça a été un peu long, moi je trouve, le processus là, parce que après avoir lu du coup un peu documenté sur les aliments ultra transformés, je me suis dit ouf, comment rendre ça marrant. Ça a été un peu un challenge. Alors voilà, j'espère que ça plaît. J'ai essayé de donner un petit ton léger, de faire des petites blagues rigolotes, de pop culture, tout ça. Il y a autre chose que je veux qu'on aborde, et c'est très bien que tu parles de pop culture dans ta BD, c'est les plans cinématographiques. Ouais. Tu as certaines cases qui ressemblent à des plans cinématographiques. Ah ça me fait plaisir parce que c'est très dur pour moi. J'ai du mal à cadrer mes cases. Mais ouais, je prends le compliment. Mais, par exemple, alors, elle est en couverture du chariot où on te voit toi au fond. Donc on a l'axe. En fait, moi je vois même l'axe de la caméra avec ce cordon bleu qui arrive comme une espèce de monstre, un peu à la Godzilla qui va manger le petit personnage. Il y a quelque chose qui fait assez Jack Snyder un peu là-dedans. La façon dont il filme un peu les grands personnages et l'importance que peut avoir. Il y a quelque chose là-dedans qui ressemble normalement à ça, je trouve. Ah ouais? Alors, je prends moins le compliment de Zack Snyder parce que je suis pas fan, mais non, je plaisante. Non, Ça m'a fait penser à ces plans, en fait. plus Sergio Leone. C'était plus le côté western, tu sais, avec Oui. la caméra entre les jambes quand il y a un duel, tu vois, c'était un peu ça. Mais oui, c'est un peu bon. En effet, parce que moi je suis un gros cinéphile et voilà, vraiment le cinéma c'est ma passion première. Et donc, j'essaie d'en mettre un petit peu beaucoup, peut-être, je sais pas. Mais tu en avais déjà dans Pharmacologics où tu avais des vannes sur le Retour vers le futur, sur Fast and Furious, on n'était pas d'ailleurs d'accord là-dessus, ou sur certaines de ces films. Là, tu fais un peu pareil, mais j'ai trouvé, par rapport à Pharmacologics, où j'ai pas vu ces plans un peu cinéma, j'ai trouvé que dans le livre, moi, des fois, je me dis, ah, on dirait qu'il y a une caméra, et je pourrais presque placer la caméra pour donner, en fait, cette image et cette couleur un peu à la case. Voilà, j'ai trouvé qu'il y avait des. Alors, bien sûr, pas sur toutes les cases, c'est dispersé à travers le livre, mais j'ai trouvé qu'il y avait un peu ça. Il y avait un peu cette vision cinéma dans la façon de créer les cases. Bah écoute, merci. Oui, j'essaye de faire ça, ouais. C'est comme ça que je vois, enfin, quand j'écris, en tout cas, mes BD, je visualise un peu justement la caméra, où est-ce que j'essaie de la mettre. Alors, des fois, je me plante, mais j'essaie de donner un peu cette impression. Voilà. Donc, ça me fait plaisir, parce que du coup, tu l'as remarqué. Alors, pour finir, là, j'ai deux autres questions à te poser. La première, quel est le public de la malédiction du cordon bleu? Quel public tu vises? Eh bien, tout public à partir de, je dirais, 12 ans. On peut commencer, parce que sinon, c'est peut-être un peu
un peu compliqué quand même à aborder. Je sais qu'il y a autour de moi, il y a vers 10-11 ans, il y en a qui l'ont lu, qui ont bien aimé. Enfin, mon filleul de 11 ans, il a bien aimé. Et il a compris quand même. Enfin, tu vois, à chaque fois, du coup, il me disait, mais ça, c'est ultra transformé. Je dis, ouais. Et bien sûr, ça tombait toujours quand on était en train d'en manger. Donc, parce que oui, ça m'arrive aussi. Oui, je n'ai pas dit, mais ça m'arrive aussi de manger de l'ultra transformé parce que des fois, tu es un peu pris de court et que. Et que parfois, Voilà. je trouve qu'on n'a pas le choix, c'est un peu le souci, quoi. Ouais. Mais bon, encore une fois, en fait, si t'en abuses pas, si ton alimentation n'est pas faite que de ça, c'est pas très grave. Donc c'est sûr qu'il vaut mieux réduire sans passer complètement. Je pense que c'est, à part si tu vis reculé dans une grotte, que tu chasses toi-même et que tu cueilles toi-même, ce sera compliqué. Donc voilà, mais au moins d'arriver juste. En fait, l'idée c'est de faire prendre conscience aux gens de ce qu'ils prennent des rayons de supermarché et de lire les étiquettes et pas se fier au marketing, que ce soit le marketing de la marque, que ce soit Nutri-Score et tout ça. Vraiment regarder la composition. Donc et c'est un truc que j'ai pas dit dans les aliments ultra transformés, ce qui les définit un peu, c'est le nombre d'ingrédients. Si tu en as plus de 5, Voilà, alors ça, c'est très il faut se intéressant. poser la question. Ça veut pas forcément dire que c'est ultra transformé, mais voilà, faut se, faut se Alors poser là, la question. c'est très intéressant, je vais faire un petit peu d'autopromo. C'est écrit dans le livre, en effet, que la quantité d'ingrédients joue. Quand j'ai créé cette chaîne, La Science te parle, avant que je me présente moi et je fasse des vidéos, en fait, je filmais des conférences que je mettais en ligne. Donc c'est vraiment le tout début de la chaîne, il y a 3 ans de ça, et il n'y avait pas beaucoup de succès, à dire vrai. Mais il y a une conférence que j'ai filmée sur l'alimentation. Et donc c'est des chercheurs. En fait, je filmais des conférences de chercheurs qui étaient semi-publiques, semi-privées, on va dire. C'est pour ça que des fois la caméra est un peu cachée parce que j'ai pas le droit de filmer. Enfin, notamment sur 2 conférences où j'ai pas le droit de filmer. Et, euh, et il y a une dame donc, qui est chercheuse en alimentation et qui dit regardez une étiquette, si elle est trop longue, n'achetez surtout pas le produit. Et je pense que c'est en fait, ce qu'on peut donner le conseil qu'on peut donner aux gens, qui est le plus facile en fait à avoir et à regarder. Si c'est trop long en quantité d'ingrédients, ne prenez pas le produit. Et ça, c'est le plus facile à faire en fait. C'est sûr. Non, mais c'est sûr. Et je pense qu'après, en fait, il y a un mécanisme d'habitude juste. Donc, on est habitué à prendre telle marque et Mhm. de pâtes. C'est pas le bon exemple parce que les pâtes, c'est pas des aliments ultra-transformés. Donc, d'autres produits, ça peut être des biscuits, ce genre de choses. Et en fait, par habitude, on regarde plus la composition. Et bah, allez, petit exercice, allez chez vous, ouvrez votre placard et puis regardez un petit peu la liste des ingrédients. Alors des fois, tu sais, on se retrouve. Il y a un truc aussi, j'aurais voulu parler, c'est tout ce qui est bio, tous les trucs vegan, tout ça, qui sont souvent, enfin non pas souvent, les trucs bio, il y a du bio ultra transformé. Et donc, il faut faire attention parce que en fait, ça n'empêche pas de choper le diabète. C'est pas parce que c'est bio que il y a autant d'ingrédients et de Mhm. sucre et voilà. Et les produits ultra transformés qui ciblent voilà, les régimes végétaliens, enfin vegan, tout ça. Euh, Faire attention aussi. Il y a des trucs bien, mais il y a des trucs, en fait, c'est plein de saloperies. Des trucs Alors sans gluten et tout ça. ça c'est très bien de le noter, on va pas spoiler un peu ça parce qu'il y a une autre vidéo qui est prévue avec toi et avec d'autres Oui, il faut personnes pas pour trop en dire. discuter de tout ça, voilà. Les vidéos, on essaie de les faire assez courtes et de diffuser au maximum et d'avoir des gens, voilà. Enfin, je dis ça, je suis obligé de couper là. Là, donc ça c'est très bien en fait pour le public, donc tu dis pour les enfants, les adultes et tous ceux qui sont intéressés par l'alimentation, ce qui fait qu'en fait c'est un très bon cadeau de Noël, parce qu'on est en période des fêtes et qu'il faut penser à ça. Mais Et oui. la BD est pas très chère d'ailleurs en plus, 18,90, ce qui est très correct pour le prix d'une bande dessinée. L'autre question que j'ai, et on va finir là-dessus, c'est quelle est ton actualité maintenant? Puisque tu as parlé de pharmacologique, tu as parlé que tu voulais travailler aussi sur des sujets de pharmacie, et j'ai cru entendre en voyant sur les réseaux sociaux que tu aurais peut-être un projet avec Zoé Dubuis, Ouais, Zoé Dubus, qui est, Dubus, pardon. ouais, ou Dubu, je sais pas si on prononce là. Je suis désolé, Zoé. Ouais, alors ça sera un projet de vulgarisation historique pour le coup, Mhm. mais comme elle est spécialisée dans l'histoire de la médecine,
on reste toujours un petit peu sur la même thématique. Je vais pas trop en dire plus. Alors, on peut voir les planches que j'ai faites qui sont sur une petite histoire de médecin morphinomane qui était assez intéressante, j'ai trouvé. Et c'est pour ça que du coup, je me suis attelé à faire cette petite BD parce que voilà, quand je trouve c'est un truc intéressant, je me dis ça mérite d'être partagé et d'en faire quelque chose de sympa, toujours avec un petit peu d'humour. Donc potentiellement, ça pourrait déboucher sur un projet plus gros en collaboration avec une illustratrice qui ferait les couleurs, qui s'appelle Élodie Bougeois et qui est très talentueuse aussi. Donc voilà, j'en dis pas plus, on verra un peu ce que ça Il donne. faut Si pas ça... trop spoiler non plus. Ouais. Puis d'autres projets BD par-ci par-là, peut-être un peu trop, donc je m'éparpille un peu, mais c'est toujours de la BD. Pas après ça sort de la vulgarisation, donc il y aurait. J'en parlerai pas là, mais je dirais pas quel roman, mais j'ai un projet d'adapter un roman aussi. Ok. Et ça, c'est une grosse, un gros travail en perspective, mais voilà. Alors, je précise que sur ton Twitter, on peut voir de temps en temps aussi, alors ce que je vais appeler des dessins de presse, en tout cas des dessins d'actualité que tu mets en ligne aussi. Tout à fait. Voilà, Ouais. donc j'invite les gens à aller voir les dessins d'actualité parce que c'est toujours intéressant de croquer l'actualité. Souvent, un dessin, comme je crois que c'est Napoléon qui disait ça, vaut mieux qu'un long discours, sans être certain que ce soit Napoléon qui a dit ça, mais je crois qu'on lui attribue. Et donc, je pense que c'est bien aussi de faire du dessin d'actualité et ça peut être pas mal. Bah, c'est un exercice qui me plaît, qui des fois peut être un peu dur mentalement, mais j'aimerais bien arriver à être plus régulier. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'arrivais tous les matins, mon premier truc, c'était je me donnais 1 heure max pour me trouver mon dessin du jour. Là, vu que j'ai eu plein de projets, enfin, il faut que je monte des dossiers et tout ça, donc j'ai plus trop eu le temps, mais j'aimerais bien m'y remettre, ouais. Et donc, dès que je le peux, je le fais. Je le fais au moins 1 fois par semaine, le mercredi matin. Voilà. Mais c'est très bien, on va conclure là-dessus. Est-ce que tu as, enfin, on va conclure. La question que je te pose, est-ce que tu as un truc à rajouter à 1 minute ou deux? Écoute, non, pas trop de. Je pense c'est vrai qu'on a parlé pas mal de choses. Je crois que tu voulais faire plus court, mais c'était un peu C'est pas dur. Mais grave. c'est vrai que c'est un sujet assez passionnant au final. Tu vois, l'alimentation, parce que ça touche tout le monde en fait au final et notre quotidien vraiment, le matin, le midi et le soir. Donc vraiment merci pour ton invitation et puis d'avoir pu parler de ça. Et écoute, j'espère qu'on pourra faire cette vidéo avec un peu plus de monde comme tu avais prévu initialement. Mais en tout cas, voilà, c'était chouette de rediscuter de ça. C'est un moment que je n'avais pas parlé, tu vois, de cette BT. Donc. Alors, la vidéo que je voulais faire, en fait, et je pense que celle-ci est nécessaire aussi, donc je prépare, j'ai invité un cancérologue, j'ai invité une nutritionniste, le fondateur du Nutri-Score, puisqu'on en a parlé aujourd'hui. Donc, il n'a pas encore dit oui, il n'a pas encore dit non, mais je sais qu'il a reçu l'invitation. Okay. Et voilà que le nom m'échappe, mais une végane qui est assez connue sur Internet et qui est aussi antispéciste et qui fait un très bon travail de vulgarisation sur tous ces sujets. Et que j'ai connu grâce à Nicolas Marty avec la vidéo qu'on a fait tous les deux sur l'expérimentation animale. Sachant qu'à Nicolas Marty, en fait, on a fait aussi une seconde vidéo qui dure à peu près 3 heures, mais qu'on n'a pas mis en ligne, parce qu'à la fin, on se trouvait que c'était trop lourd et qu'il y avait trop de trucs et on veut diviser un peu le sujet. Ça, il y a des vidéos que j'enregistre aussi et qui ne sortent jamais. Donc voilà, je le dis. Elle était très bien d'ailleurs cette vidéo. Celle sur l'expérimentation animale, tu veux dire? Ouais. Oui, pardon, Parce que, oui, pas celle que parce j'ai que pas celle de vue. 3 heures, elle est pas... C'est pas celle que j'ai pas vue. Mais qui était déjà un peu longue, hein, je trouvais. Oui, presque 3 heures d'ailleurs aussi. Assez passionnant parce que, enfin, en fait, je trouve ça très bien d'ailleurs ça fait du bien de voir des échanges, tu vois, voilà, un peu longs sur des avis bon, quand même divergents au final, mais c'est hyper enrichissant, quoi. Voilà, c'est un peu le but de ta chaîne aussi, c'est quand même de faire du débat un peu posé Oui, oui, et pas dans dans le la clash. folie dans le clash ou tout ce que, enfin, voilà, ouais. Juste d'être humain à être humain, on se pose, on discute, et puis voilà, on peut se faire son avis, son propre avis après, quoi. Moi, nombre de fois, j'ai changé d'avis sur des trucs
parce qu'en fait, voilà, je découvrais, on me parlait d'un truc, je me disais, le problème, c'est d'arriver à prendre du recul et être prêt à justement pouvoir changer d'avis sur des sujets parce que si tu restes bloqué sur un truc avec des œillères, en fait, on n'avance pas, quoi. Enfin, l'humanité avance pas, clairement. Ben moi, je vais te dire quelque chose, l'antispécisme, je connaissais pas. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait une vidéo. Alors, en fait, les vidéos sont en décalé souvent quand je les filme et quand je les sors, mais avec Efficience, en fait, j'étais déjà en contact avec le groupe Efficience pour sortir la vidéo avec eux, enfin avec Efficience qu'on a sorti il y a 2 ou 3 mois. Et eux m'ont dit, bon, tu as fait une vidéo sur l'expérimentation animale où toi, en tant que chercheur, tu parles d'expérimentation animale, mais il y a Nicolas Marty de la volière des écureuils bleus qui en parle très bien. Donc j'étais en contact avec Nicolas Marty, on a pas mal échangé en fait de très très longs mails, c'est à plusieurs pages en fait. Si tu copies dans Word, ça fait des fois 10 pages de mails qu'on s'envoyait, des trucs. Et donc on a décidé de faire le débat. Et en fait, au départ, moi, j'avais l'idée que l'antispécie, c'était quelqu'un qui était contre l'utilisation des animaux, mais un peu à tout prix, puis un peu farfelu, etc. Et en discutant avec lui, je me suis aperçu que c'était pas du tout le cas. C'est-à-dire que quand on discute avec un antispéciste, par exemple, sur l'expérimentation animale, ils ne sont pas du tout contre la recherche, ils ne sont pas du tout pour l'arrêt immédiat de l'expérimentation animale. Pour eux, ça doit être progressif. Pour eux, il faut qu'il y ait des méthodes alternatives. Pour eux, il faut qu'il y ait plus de financement pour les méthodes alternatives. Ils ont une idée qui est très bien, je trouve. C'est que les équipes qui étudient, par exemple, comme nous, on étudie les surrénales et le rein, qui sont spécialisées dans le rein et les surrénales, qui est le cas de notre labo, c'est à eux de trouver des méthodes alternatives pour étudier ça. C'est pas à d'autres de le faire parce qu'eux connaissent mieux le sujet. Et donc, ils expliquent que dans chaque équipe de recherche en biologie qui utilise des animaux, il devrait avoir 1 ou 2 personnes engagées pour développer des méthodes alternatives, des organoïdes, n'importe quoi. En fait, c'est pas des tarés, c'est pas des gens comme on peut avoir la vision où c'est des gens qui vont venir dans les labos libérer les animaux. En fait, c'est des gens très posés qui connaissent très bien le sujet. Nicolas Marty connaît très bien les règlements, très bien le sujet, il maîtrise absolument tout ça. Et en fait, même si on n'est pas d'accord sur tout, parce que moi j'utilise des animaux tous les jours, quasiment, on peut s'entendre sur beaucoup de points en réalité. Et j'ai trouvé très intéressant de discuter avec lui. Et voilà, c'est-à-dire que ça m'a appris aussi à moi-même en fait. Et après, j'ai discuté en privé avec des végans, etc. Alors, des fois, on s'envoie un peu des pics, tout ça, mais je trouve que quand on prend le temps de réfléchir à la position de l'autre et de s'enlever en fait l'image, tu vois, de la position. Je prends un exemple, après on va finir là-dessus parce que sinon la vidéo va être trop longue. C'est une Il y bonne a, conclusion, écoute, ouais, pour ta c'est une chaîne bonne en tout cas. conclusion, mais mais en fait on sort complet de l'alimentation là. Mais il y a une chose que je disais à ma femme il y a quelques jours de ça, il y a peut-être quelques semaines. Il y a eu Émeric Caron qui est passé à la télé pour la corrida. Ouais. Moi, je suis né sur une terre de corrida. Pareil. Je suis ni pour ni contre la corrida. En fait, j'en ai jamais vu de ma vie. Je connais très peu le sujet. Ça m'intéresse pas, en fait. Je le dis, corrida, jamais vu. Je suis toujours passé devant les arènes, mais ça m'intéresse pas. Et puis, Émeric Caron était à quotidien là, avec François Gémenet et ils discutent de la corrida. Et je dis à ma femme, on a quand même évolué. Parce qu'à l'époque où il était chez Ruquier, je ne pouvais pas blairer Emmanuel Caron. C'est quoi déjà Émeric Caron? Ouais. Son prénom, chercher son prénom. Je ne pouvais pas blairer Émeric Caron. En fait, ce que je lui dis, c'est qu'on était trop militants pour une cause. Et quand on l'est trop, en fait, on n'écoute pas l'autre. Et je trouve que ces dernières années, je me suis détaché un peu de la politique. J'étais militant républicain pendant des années, enfin pendant plus d'une décennie. Je me suis détaché de la politique pour regarder ça de manière objective et beaucoup plus loin. Et en fait, je trouve que je peux discuter sans, sans être dans un camp idéologique fermé. Et je trouve que c'est quelque chose qui manque chez nous, en fait. C'est-à-dire le recul, le sortir du militantisme pour le militantisme, sortir du clanique politique pour le clanique politique. Et en fait, j'apprécie mieux maintenant d'écouter les gens. Et Emre Caron, je l'ai écouté, et puis j'ai dit, mais en fait, ce qu'il dit, c'est très intéressant, quoi. Alors qu'il y a 10 ans, je renvoyais des tomates sur ma télé. Donc, je pense qu'il y a une évolution aussi, peut-être grâce au débat sur Internet. Et je pense qu'Internet doit produire ça, en fait. C'est sûr, il y a du bon parce que bah, cet exemple-là et encore une fois cette vidéo que tu avais faite
Et je te rejoins en fait sur le côté, oui, le militantisme, pour moi, il est nécessaire. Enfin, parce que, enfin, il y a eu pas mal beaucoup d'avancées, c'était quand même grâce au militantisme. Mais c'est là où il faut faire attention. Mais même moi, je pensais comme toi, tu vois, il y a 10-15 ans, si tu veux, j'avais pas je prenais pas assez de recul sur plein de choses. Mhm. Donc, si on parle, oui, de tout ce qui est, si tu veux reprendre la corrida, par exemple. Là, c'était le débat il y a quelques semaines pour le Ouais, coup. mais tu vois, moi, avant la corrida, moi, j'ai jamais, j'étais comme toi, j'étais ni pour ni contre. Et en Mhm. fait, à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, c'est absurde. Enfin, le concept pour moi était absurde, et donc du coup, je suis devenu contre. Bon, et après, on peut en discuter. Enfin, je veux dire, clairement, je suis pas fermé à l'idée de discuter avec quelqu'un qui est pro corrida. Enfin, je veux dire, à aucun moment on a envie de se foutre sur la gueule, quoi. Tu vois. Enfin, Mhm. et c'est vrai que quand tu vois des fois ce qui peut se passer à la fois sur Internet, à la télé aussi, des trucs où il n'y a pas de, il y a aucune raison, quoi. En fait, tu vois, il y a les Mais la gens. télé cherche ça. Hanouna, par Et- exemple, il cherche oui, non, ça. mais bien sûr. C'est une émission à clash. Bah, Ça ne marche que comme ça. et le problème, c'est qu'en fait, il a fait un peu des petits. Tu as l'impression des fois, tu sais, Mhm. les politiques qui viennent sur un truc d'interview style BFM ou ce genre de Mhm. choses, ça va être la petite phrase de choc, le clash, tu Ouais. vois, tu vois. Et alors, en fait, ça fait rien avancer. Mhm. Puis bon, ouais, non, non, mais c'est hyper intéressant. Moi, je trouve en effet de discuter avec quelqu'un qui est pas d'accord avec toi, parce que et que si la personne est aussi, parce que bon, de par chez nous, on a des problèmes on va dire, entre politique, écologiste et tout ça. Euh, et tu sens qu'il y a un camp qui est ouvert à la discussion, un autre camp qui ne l'est pas du tout. Et en fait, du coup, ça bloque complètement, ça crée des tensions, enfin, qui sont démesurées par Mhm. rapport à ce qui se passe en fait, en vrai. Et en fait, c'est dommage parce que bah, on voit, il y a rien, on n'avance pas, ça crée du conflit. Enfin, c'est pas intéressant. Alors qu'en fait, voilà, si tout le monde vient, tout le monde se discute entre eux, donne son avis. Tu peux sortir de là, t'es toujours pas d'accord, c'est pas grave, mais au moins t'as écouté l'autre. Et en fait, il y a le fait de pouvoir parler, il y a le fait de vraiment de pouvoir écouter l'autre, quoi. C'est surtout ça qui est hyper important, je trouve. Enfin, quelles que soient tes convictions, et c'est difficile. Moi, des fois, tu sais, j'ai des convictions, mais des fois, j'essaie de m'en débarrasser. Mhm. Des fois, c'est compliqué, quoi, tu vois. Enfin, tu te rends compte que c'est un peu compliqué. Et au final, bah, ça reste enrichissant aussi quand tu y arrives, quoi, et que justement. C'est ce que je nomme le militantisme clanique, en fait, qui te fait rentrer dans un clan et après tu n'en sors plus. Ouais, c'est possible. C'est Ouais. ça qui est. En tout cas, merci pour l'interview et la Avec, présentation du livre. avec plaisir, merci à toi.